Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, une agence d'intelligence artificielle qui accompagne toutes les entreprises à tirer le meilleur de cette technologie. Dans notre podcast Data Driven 101, je reçois chaque semaine des professionnels pour qu'ils nous partagent leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Gaëtan Rougevin-Baville, CEO de Miro. Miro est un éditeur logiciel IA pour la photographie. Bonjour Gaëtan. Bonjour Marc. Alors Gaëtan, est-ce que tu peux nous parler de Miro un peu plus précisément que ce que je viens de le faire? Oui, tout à fait. Donc on développe des solutions basées sur l'intelligence artificielle qui permettent à toutes sortes de e-commerçants de créer et d'améliorer leur visuel. Beaucoup de photos, un petit peu d'autres types de médias, mais surtout de la photo. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du cheminement, parce que c'est une boîte qui existe depuis un petit moment. Vous aviez fait, j'ai plus les chiffres en tête, mais des levées assez importantes. Peut-être nous en parler un petit peu de ce cheminement. Oui, tout à fait. Donc on a Miro, c'est une entreprise qui existe depuis une dizaine d'années. On avait commencé par un modèle de place de marché qui mettait en relation des photographes professionnels un peu partout dans le monde et des entreprises avec des besoins standardisés en visuel. Des visuels qui se ressemblent beaucoup. Et donc, on avait créé cette place de marché. Donc, cette communauté de photographes d'un côté et de l'autre côté des accords, des contrats avec des grosses entreprises dans deux domaines, l'immobilier, la photo d'intérieur, donc tout ce qui est immobilier, voyage, etc. Et de l'autre côté, tout ce qui était restauration en ligne, donc tout ce qui était Deliveroo, Foodora et tout ça. Donc, on a eu une très forte croissance sur ce business model pendant quelques années. On a fait plusieurs levées de fonds successives et en fait, le Covid notamment a arrêté notre croissance de façon assez soudaine. Il y avait d'autres effets par ailleurs de marché, une consolidation notamment des entreprises dans la restauration. Il y avait aussi le développement de la tech de plus en plus important qui faisait que la photographie professionnelle ne devenait plus, on va dire, le seul moyen d'obtenir des visuels standards de qualité. Ouais. Et donc, il y a 2 ans, moi, je suis devenu donc le dirigeant de l'entreprise et on a décidé d'arrêter complètement ce business model-là et de se concentrer uniquement sur le développement de solutions d'intelligence artificielle avec le même but, c'est-à-dire créer du visuel de qualité pour des acteurs, des e-commerçants, on va dire, des entreprises qui ont des besoins de vente en ligne assez importants. Ouais. Quand tu dis développement de la tech, tu penses à quoi? Tu penses aux applis de retouches intelligentes, ce genre de choses ou Donc nous, notre approche, ça a été d'abord pendant 2 ans, à peu près 2 ans, de construire une plateforme qui permet en fait de processer des médias, donc vraiment c'est du calcul, ouais. Donc de processer des algos d'intelligence artificielle sur des médias. Donc ça, c'est vraiment une plateforme qui est la base de notre tech. Ouais. Et ensuite, de déployer des applications dessus, sur cette plateforme, dans différents domaines. Donc chez nous, on va avoir 3 domaines particuliers. On va avoir l'automobile, l'immobilier et la mode, qui sont des domaines historiques chez Miro pour différentes raisons. Et donc, on va déployer sur cette plateforme un certain nombre de modèles d'intelligence artificielle qui s'intègrent dans des produits et qui vont nous permettre de proposer des offres très claires à ces clients, pour créer leur visuel, pour vendre leurs produits de façon plus optimisée. Ça, c'est le produit aujourd'hui. Exactement. Et donc aujourd'hui, le produit, finalement, c'est la face, on va dire, client du produit. Ouais. C'est les 3 produits qui sont au-dessus de cette plateforme. Donc un produit dans l'automobile qui s'appelle CarCutter, un produit dans l'immobilier qui s'appelle ProperShot et un produit dans la mode qui s'appelle AutoRetouch. Okay. C'est ça ce que voient nos clients. Nos clients, ils connaissent pas spécialement le nom Miro. C'est pas forcément le but. Miro, c'est vraiment la tech, la plateforme et on va dire la marque employeur au sens général du terme. Ok. Non, parce que je rebondissais à la base, c'est hyper intéressant, mais je rebondissais à la base sur l'historique, tu nous avais dit le développement de la tech a fait que la version marketplace avait plus trop de sens. Enfin, en tout cas, le marché était moins fort parce qu'il y avait des alternatives finalement. Est-ce que ces alternatives qui s'offraient aux gens, tu pensais aux applications? Ouais, exactement. Donc c'est un peu ce que tu as mentionné. Donc si je comprends bien la question, c'est un peu ce que tu as mentionné. Soit des outils qui sont, on va dire,
quasi B2C. Chacun y a accès. Ça peut être des Photoshop, ça peut être des outils de ce style-là qui permettent à des commerçants, enfin à des entreprises de créer elles-mêmes leur visuel. Ça peut être ça. Mais aussi de façon plus générale, l'évolution des outils du quotidien, l'iPhone, etc., font que aujourd'hui, pour faire une belle photo d'un produit, un client, un e-commerçant peut très bien en fait utiliser tout simplement des outils du quotidien, quoi. Ça à des publics beaucoup plus gros, quoi. Le petit commerçant va peut-être exactement. Donc le petit commerçant, mais c'est surtout en fait la distance entre une photographie professionnelle en termes de coût, en termes de temps, etc. et la photo créée par toi ou moi, c'est énormément réduite. Et donc ça, nous déjà, en fait, on faisait déjà de l'IA chez Miro, mais on faisait de l'IA plutôt pour optimiser nos processus de retouche de photographie professionnelle. Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette photographie professionnelle, elle avait du sens sur des biens très luxueux ou quand il faut vraiment avoir une vue très claire sur le design, en fait, sur la mise en scène, etc., qui est vraiment l'atout des photographes, qui sont des créatifs. Pour des photos très simples, par exemple, soit des photos d'appartements, soit des photos, je sais pas, d'une pizza pour aller sur Deliveroo, il y a moins besoin de cet œil. Et là, pour le coup, les outils technologiques, déjà dans un premier temps, les outils B2C, l'iPhone, etc., puis, comme tu dis, les logiciels accessibles, rendent en fait la création d'une photo de qualité hyper facile par rapport à ce que c'était avant. Le détourage automatique, tout ça. Exactement. Tout ça, c'est devenu des outils du quotidien, en fait, pour des équipes marketing, pour des équipes même opérationnelles qui créent du visuel dans ces domaines-là, quoi. Et alors, si on prend un angle un peu business sur cette présentation, tu nous disais à la base, il y avait l'immobilier et la restauration. Aujourd'hui, il y a l'immobilier, la voiture et la mode. Donc, l'immobilier, on a compris que c'était bien. Pourquoi la disparition de la restauration? Pourquoi les deux nouveaux? C'est une très bonne question. Donc, on faisait de l'immobilier et de la restauration. On faisait aussi de la mode déjà à l'époque. On l'a lancé un tout petit peu plus tard, mais on le faisait déjà. Donc il y a effectivement on va dire des industries qu'on traite aujourd'hui, qu'on faisait dans le passé, et pour lesquelles on a une vraie valeur ajoutée parce qu'on le faisait dans le passé. Déjà une valeur ajoutée de connaissance de l'industrie. D'ailleurs la mode, on continue à faire même des vrais shoots avec des vrais photographes. C'est une petite partie de service qu'on a gardée. Et l'immobilier, on a beaucoup d'expérience là-dedans. Et deuxièmement, une connaissance en termes de data. En fait, on a toutes les datas, on a une base de données de millions d'images qui permettent en fait d'entraîner nos algos aujourd'hui. Le troisième qu'on fait aujourd'hui, c'est l'automobile. Et ça, c'est dû à une opération M&A qu'on a faite en 2022. On a racheté une entreprise qui, en fait, elle faisait ça depuis plusieurs années. Donc ça, c'est l'explication de pourquoi on a rajouté cette verticale dans notre offre. Et la food, on l'a arrêté. Alors, on a commencé à développer des solutions IA entre 2021 et 2023 sur la food. Et on s'est aperçu qu'en fait, le marché devenait vraiment se rétrécissait tellement en termes d'offres. Donc, il y a eu des grosses parts d'acquisition et de consolidation dans ce marché-là qui faisait qu'en fait, on avait peut-être une dizaine d'acteurs à signer. Et donc, la profondeur de marché n'était pas suffisamment intéressante pour aller faire des algos spécialement verticalisés sur le domaine de la food. C'était pas un marché suffisamment intéressant pour nous à ce moment-là, et donc on a préféré se concentrer sur les trois autres. D'accord. Le petit resto du coin ne va pas classiquement faire appel à ce genre de service. Lui, il le fait pas, puisque en fait, lui, la seule raison pour laquelle il crée des visuels, ça va être via Deliveroo, Uber Eats. Et donc, ceux qu'il faut signer pour aller faire des photos, c'est Deliveroo, Uber Eats. Et en fait, quand tu les as tous signés, et si tu as développé la meilleure offre, tu les signes tous, tu en as signé 10. Il y a très peu d'autres acteurs. Il y a un vrai oligopole en l'occurrence. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles la food, je pense, en photographie pro, a un peu ralenti chez nous et a été une des causes, en plus du Covid. C'est qu'en fait, on avait déjà quasiment tous les clients. Nous, on faisait des photos pour toutes les plateformes de livraison de restauration dans le monde. Et donc, en fait, à un moment, on a atteint la taille de marché quasiment maximale. Il fallait aller chercher les toutes petites marketplaces locales qui en fait était très très petite, très très dure à onboarder, etc. Il y avait même une profondeur de marché pas très intéressante. Donc c'est la même chose sur la partie tech. Sur la partie tech, il y en a encore qui sont intéressés, mais aujourd'hui ça vaut pas le coup pour nous d'aller investir des équipes tech parce qu'on a vraiment une vision très verticale. Donc ça voudrait dire réentraîner nos algos sur des sets de food. Alors on a la data pour le coup, parce qu'on en a fait beaucoup dans le passé, mais ça voudrait dire faire une offre spéciale pour eux.
parce qu'on n'envisage pas de développer juste des algos. On développe un algo qui est dans un produit qui parle en fait aux clients à qui on vend. Et bon, pour ça voudrait dire faire une application spéciale pour la food qui permet d'être plugué directement à Uber Eats ou à Deliveroo, qui permet de dropper directement les photos sur la marketplace, des intégrations, des choses comme ça. Vu la taille de marché, ça vaut pas le coup. Oui, bien sûr. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, mais vous avez 3 use cases, 3 logiciels différents, 3 marques différentes. Ça vous oblige en fait à faire le triple effort marketing ou vous aurez trouvé des synergies quand même? Non, un peu. Alors aujourd'hui, on a des équipes marketing qui sont pas spécialisées par produit, elles sont spécialisées plutôt par métier. Donc, quelqu'un sur l'acquisition, quelqu'un sur le growth, etc. Donc on a quand même des stratégies assez communes, puisque on a des stratégies, on a une stratégie de go-to-market assez similaire. On a beaucoup de land and expand. On va aller signer potentiellement des petits acteurs avant d'aller chercher les plus gros, par exemple les concessions automobiles ou alors les agents immobiliers avant d'aller signer la forêt. Si tu as 200 agents la forêt qui ont utilisé ton produit, c'est toujours plus fort. On a une stratégie de contenu qui est assez similaire aussi. Donc non, on a vraiment un go-to-market commun entre les trois. Il y a des spécificités évidemment. On va pas aller faire les mêmes salons par exemple pour parler de la brand, quoi. Mais on a une logique commune entre toutes. Ouais. Ok, très clair. Et alors peut-être on peut parler du consommateur pour finir de bien cerner ce que fait le produit. Consommateur, enfin plutôt l'utilisateur final. Qu'est-ce qu'il cherche à faire avec vos produits? C'est de la vente principalement. L'automobile, on parle d'un concessionnaire. Exactement. C'est que du produit de seconde main, on va dire. Si on peut dire qu'un appartement est de seconde main. Et c'est que en fait mettre en valeur. Ce que cherche le e-commerçant, c'est mettre en valeur son produit pour le vendre de la façon la plus rapide possible, la moins chère possible et avec la meilleure qualité possible. Ça, c'est toujours le point commun entre tous. C'est d'ailleurs ce qu'on faisait aussi avec notre marketplace, mais aujourd'hui, on le fait différemment. Et donc, effectivement, un concessionnaire va chercher à vendre ses voitures le mieux possible, le plus rapidement possible, etc. Un agent immobilier, la même chose avec des appartements. Et dans la mode, ça va être une marque de mode qui va faire des shootings photos ou des visuels photos pour qu'ils soient les plus jolis possibles afin de vendre les produits en ligne, quoi. Ok. Tiens, je creuse un sujet légal qui me vient là, pure curiosité, mais dans le cas où vous mettez une photo du coup qui a subi des modifications, qui sert à faire une vente, dans quelle mesure ça expose le vendeur ou vous à justement le fait de pouvoir annuler la vente parce que c'était faussé, parce que c'est pas le vrai objet, etc. Il y a deux sujets derrière. Il y a le fait que déjà de base, nous dans nos algos et la façon dont on fait l'editing ou la création, on va pas transformer le produit. Donc ça, c'est voilà. Après, on va garder intact. On va pas changer la table qu'on vend ou l'appartement. Le but c'est pas de le transformer. En revanche, effectivement, on sait jamais ce qui peut se passer si l'agent immobilier transforme un petit peu lui-même grâce à l'IA ou fait des editing au-dessus. Nous, d'un point de vue contractuel, on n'est pas responsable évidemment de la vente, donc on s'en assure bien parce que voilà. Mais nous, ce qu'on conseille et ce qui est souvent demandé aussi, c'est par nos clients, c'est d'indiquer en fait une mention. Notamment dans l'immobilier, on a un outil qui s'appelle du home staging. Donc c'est montrer dans une pièce vide par exemple comment ça pourrait s'agencer avec des meubles. Ou alors même dans une pièce meublée, changer les meubles dans notre style. Nous, on a une mention en bas qui peut être changée par l'agent, c'est-à-dire que l'agent peut mettre ce qu'il veut, mais de base, il y aura marqué généré par intelligence artificielle de ProperShot ou quelque chose comme ça. Donc, on va quand même avoir un disclaimer, évidemment. Mais dans l'idée, c'est dans tous les cas le vendeur qui commande en fait ce visuel. Donc, c'est l'agent immobilier ou le concessionnaire auto ou la marque de mode ou la marketplace auto, par exemple, qui est responsable du visuel d'un point de vue légal, quoi. Oui, bien sûr. Ok. Non, c'est sûr. Home staging, c'est vrai c'est le disclaimer, il est facile à assumer, quoi. Effectivement, c'est une projection, etc. Sur de la voiture, ce genre de choses. Sur la voiture, on va par exemple pas du tout changer la voiture. Donc sur la voiture, ce qu'on va faire, c'est enlever le fond, rajouter des ombres, pouvoir fournir plusieurs vues à partir d'une vue. Donc pour la voiture, ce qui est très important d'un point de vue vente, d'un point de vue concession, c'est de garder, s'il y a une rayure sur la voiture, il faut la garder évidemment. Bien sûr. Donc ça c'est clé. Donc ça pour nous, c'est une des contraintes assez fortes dans nos algos, c'est de garder ce genre de choses, de pas transformer du tout les objets qu'on vend.
Mais sinon, le reste, c'est du background, c'est du cadre. C'est de l'harmonie, finalement, entre les différents visuels du site. Par exemple, quand tu arrives sur une marketplace auto, il y a à peu près toutes les mêmes vues, avec le même type de fond, avec le nom de la concession sur la plaque, des choses comme ça, des choses automatiques. Et voilà. Mais donc, le but, c'est vraiment, encore une fois, de ne pas transformer, parce que le but, c'est pas du tout de faire de la publicité mensongère, au contraire, quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qui vous différencie, vraiment le différenciateur par rapport aux outils de retouche dont on a parlé, éventuellement ClipDrop, Photoroom, tous ces outils qui viennent faire du background removal, etc. Notre vision tech, c'est vraiment on va dire, d'hyper verticaliser l'approche. C'est-à-dire de ne jamais faire un algo, un modèle qui va être entraîné sur des use cases différents, mais qui va être spécifique à un cas d'usage donné, quoi. Et donc ça nous permet deux choses. Ça nous permet, de faire des modèles qui sont plus petits. Donc on n'a pas besoin de faire des très gros modèles, on n'a pas besoin de refaire des modèles de fondation, etc. On peut fine-tuner des modèles. Et de deux, donc plus petit, donc moins cher. Et de deux, ça nous permet d'avoir une précision sur les résultats qui est supérieure à ces outils. C'est-à-dire qu'un outil qui va faire ce qu'on appelle l'object remover, donc enlever un objet d'une scène, soit en le promptant, soit en l'indiquant avec un input utilisateur, un outil général de ce type-là sera toujours moins performant que notre outil spécialement entraîné sur des photos immobilières et qui est utilisé uniquement dans le contexte de l'immobilier. C'est-à-dire que si tu utilisais ce qu'on appelle nous Magic Eraser, qui est une de nos fonctionnalités dans l'immobilier, si tu utilisais sur une photo qui n'a aucun rapport avec de l'immobilier, ça marcherait probablement de façon similaire à ces outils ou moins bien, j'en sais rien. Nous, dans l'immobilier, vu que c'est entraîné sur de l'immobilier avec du feedback utilisateur, c'est plus performant. Donc c'est ça qui nous différencie, c'est cette approche ultra verticalisée. Et l'autre chose qui nous différencie de ces outils-là, c'est que comme on a cette vision, on va dire industrielle, même si industrie n'est pas le bon mot, mais genre par industrie, très verticalisée, on a aussi une feedback loop de nos users qui vient de façon très pertinente, très qualitative, améliorer la performance des algos. Et ça, c'est une de nos vraies forces par rapport à toutes les entreprises qui font ce même type d'outils. C'est qu'on a, de par notre passé, en fait, gardé une grosse équipe en Inde, dans notre bureau à Bangalore, qui, en fait, va éditer les photos quand il y a besoin, va pouvoir faire du quality check, va pouvoir annoter. Et on a gardé cette boucle un petit peu de l'IA entre la création de contenu, puisqu'on a gardé une partie studio, le check, l'annotation, etc. à Bangalore, et le développement des algos qui est surtout entre Paris et l'Autriche, quoi. Et donc ça fait une vraie différence. C'est-à-dire qu'on a vraiment internalisé toute cette boucle et c'est ce qui fait que nos algos s'améliorent de façon continue. Ok. Alors peut-être c'est intéressant de parler du studio. Tu nous disais qu'il y avait une partie studio qui restait, qui existait évidemment dans la première version de la boîte et que vous avez gardé post-pivot. Quel est le lien avec le reste? Comment est-ce qu'elle vient créer de la donnée? Si oui, c'est quoi ses objectifs en fait? En fait, d'un côté, le studio, on l'a gardé parce que c'est un business qui est rentable, qui fonctionne. Donc, on fait des photos, plusieurs milliers de produits par jour pour des marques de mode, bijouterie, maroquinerie un petit peu aussi. Donc, majoritairement en Pologne, un petit peu à Paris. Donc, ça, de base, déjà, c'est un business. Bon, ça fait de l'argent, c'est rentable, etc. Et l'autre aspect, c'est que c'est dans la même tribe, en fait, que notre produit mode en software. Et le but aussi de ce studio, c'est de créer du visuel de façon continue pour entraîner nos algos sur la partie mode. Donc, il y a une partie qui est création de visuel. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une partie qui est d'augmenter ta connaissance de l'industrie. C'est-à-dire que tu fais des photos tous les jours avec des photographes et des éditeurs pros. Tu sais, en fait, qu'est-ce qui est une belle photo, pourquoi. Donc ça, chez Miro, on a toujours eu cette culture et on a des équipes opérationnelles qui sont très fortes là-dedans. Et le troisième aspect, c'est notamment dans le milieu de la mode, qui est un milieu assez, lent à l'adoption de l'intelligence artificielle. Donc, ils sont très mais c'est un milieu pour lequel le visuel est un élément tellement clé, en fait, que l'adoption de ces outils d'intelligence artificielle et de la tech en général est plus lent que dans d'autres domaines.
parce qu'il y a la notion de marque, il y a la notion de design, de direction artistique, etc. Et donc, avoir ce studio, ça nous rajoute une crédibilité, en fait, pour aller signer ces marques, même sur la partie IA. Et potentiellement, de leur vendre aussi le service s'il y a besoin. En fait, de dire, voilà, nous, ce qu'on peut vous fournir, c'est un mélange d'IA et de service, parce qu'on a gardé cette antenne là-bas. Et ça rassure beaucoup. Et ça nous permet d'entrer petit à petit, avec nos outils IA, dans l'écosystème mode. Ouais, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle générative dans le domaine de la mode et de la publicité pour la mode a commencé un peu à émerger. On a vu des artistes IA produire des visuels. Vous vous positionnez comment par rapport à ça? Alors nous, encore une fois, le but c'est d'aider les marques de mode à, on va dire, à créer et améliorer leurs visuels dans un temps, on va dire, réduit et pour moins cher et avec une qualité qui n'est pas changée. La première demande du monde de la mode, c'est on ne va pas changer la qualité. C'est une exigence et ils ont complètement raison. Ça fait partie de leur image de marque. Donc nous, ce qu'on va faire grâce à l'IA générative, c'est des solutions qui vont permettre par contre de réduire le temps et donc le coût de façon générale. Et donc pour ça, par exemple, on fait des combinaisons on va dire de shooting studio avec par exemple des générations de mannequins virtuels, etc. On va pas du tout, encore une fois, changer le produit qui est vendu. Donc la robe, le t-shirt, ça ne va pas changer. En revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer à partir d'une vue, qu'elle soit avec un modèle ou sans modèle, sur ce qu'on appelle un ghost, donc sur un mannequin en plastique. On va faire à partir de ça des visuels générés avec des modèles d'IA. Et ça nous permet d'attaquer le sujet du coût, puisqu'en fait, avoir des modèles à la fois coût financier et environnemental, parce qu'à la fois avoir des modèles, mais aussi aller envoyer tous tes habits, d'être shootés soit à Varsovie, soit en Inde, soit je sais pas quoi, ça coûte, en termes d'environnement, en termes financiers, c'est énorme. Et à la fois en termes de solutions pour tout ce qui est inclusion, diversité, etc. sur les sites des marques. C'est-à-dire que les marques, aujourd'hui, elles vont toujours avoir le même type de mannequin sur leur site. Même les marketplaces assez généralistes. On va toujours avoir un taille 36 ou 38, etc. Toujours caucasien, voilà. Donc, ajouter de la diversité. Et grâce à l'IA générative, c'est possible. Sans changer, encore une fois, le produit. Juste en changeant le look and feel du mannequin, potentiellement la pose, potentiellement la morphologie, des choses comme ça. Ouais, d'accord. Est-ce que potentiellement, pour le même travail de setup de toute la pub, on peut demander de générer avec 20 mannequins différents? Ouais, alors je pense que sur les pubs, on va dire, que tu vas avoir affichées sur la Galerie Lafayette, sera peut-être un peu plus technique en termes de qualité. En revanche, pour tout ce qui est visuel sur les sites de vente, que ce soit des marketplaces ou que ce soit des sites de vente de marques directement, à ce moment-là, oui. À ce moment-là, en fait, au lieu de générer un visuel sur un mannequin en une fois, tu vas le générer en 10 fois pour 1 euro de plus, 2 euros de plus, quoi. Voire ne pas du tout le générer une fois avec un mannequin et le générer que sur un ghost. Et à ce moment-là, même le coût de 10 visuels sera moins cher que le coût d'un visuel avec un vrai mannequin. C'est la même chose. C'est la même chose que pour la photo. C'est-à-dire que je pense que les marques ont intérêt à garder un mannequin qui est iconique de la brand, etc., pour faire les shoots un peu qualitatifs. Mais tous leurs shoots de leurs 52 t-shirts dans des couleurs différentes, avec des motifs différents, au lieu que ça leur coûte je ne sais pas combien d'argent et que ça coûte je ne sais pas combien à l'environnement, autant passer par des solutions comme ça qui ne changent rien aux vêtements, mais qui permettent à la fois d'améliorer l'expérience utilisateur et à la fois à la marque de réduire et d'augmenter sa marge. Ok. Alors côté data chez vous, données d'usage, données même, tu nous as parlé un petit peu des feedbacks utilisateurs, etc. Comment vous êtes organisé pour gérer la donnée et l'analyser? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté jusque-là? Alors je vois 2 types de données. Soit la donnée effectivement d'usage de nos services. Ça, c'est traité par une équipe chez nous qui est l'équipe data, qui est d'ailleurs aussi impliquée dans la deuxième partie, mais qui est vraiment maître de celle-là, c'est-à-dire l'utilisation de nos features. Donc ça, c'est assez... on a un data lake, c'est assez classique. En revanche, un truc qui a beaucoup de valeur chez nous et qui est assez unique, c'est la donnée d'image, en fait, qui est basée à la fois sur notre expérience passée, donc notre place de marché, et toutes les photos qu'on génère tous les jours en ce moment. Donc ça, cette base de données, pour avoir une idée, c'est 200 millions d'images à peu près.
Donc ça fait une des plus grosses en Europe. Et surtout, c'est une base de données qui n'est pas une base de données scrapée sur Internet. C'est que des photos 4K, surtout sur la partie professionnelle. Et c'est que des photos qui sont checkées, annotées, voire éditées, quoi. Donc ça, c'est un énorme asset. Donc chez nous, c'est un composant assez important. Et donc les personnes en interne qui interagissent avec, il y a l'équipe plateforme, celle qui construit cette plateforme sur laquelle repose en fait tout le processing des images. Donc elle va gérer tout le processing des images et la boucle de rétroaction. Donc la boucle de rétroaction humaine, si jamais on check les images et que voilà. En fait, en B2B, contrairement, par exemple, tu mentionnais ClipDrop, Photoroom, etc. En B2B, tu peux pas te permettre d'avoir une photo sur même 1000 qui rate. Tu peux pas avoir un rétroviseur qui manque, quoi, quand tu fais ta voiture. Donc en B2B, nous, une de nos forces, c'est qu'on a un quality check, si le client le veut, encore une fois, mais c'est une offre que 80% des gens veulent, quoi, dans ces domaines-là. On a toujours quelqu'un qui va checker la photo. Ça prend 2-3 secondes. C'est 24/24. On sait gérer les opérations, et des grosses opérations chez Miro. Mais du coup, ça permet en fait d'avoir un check. Voilà. Et si jamais la photo est ratée, parce que ça arrive selon les algos, une fois sur 100, 1000, 500, peu importe, selon les algos, il y a quelqu'un qui est professionnel de l'editing dans notre service qui va en fait pouvoir l'éditer. Et donc ça assure en fait la qualité. Donc en fait, cette plateforme, elle contient une boucle de rétroaction qui permet en fait de renvoyer la data. À côté, on a une équipe cloud qui, elle, va gérer tout ce qui est optimisation de storage, de compute, etc. Et on a l'équipe data qui va plutôt penser, on va dire, à comment on organise cette donnée en termes d'image, c'est quoi les métadatas, comment on la trie, comment on la donne, comment on la rend accessible aux équipes computer vision. Ouais. Puisque chez nous, cette data, c'est un des éléments clés qui nous permet en fait de sortir un nouveau modèle de, on va dire, de la création, l'ideation, quoi, à la production en moins de 3 mois, quoi. Et donc ça, c'est rendu possible par cette donnée qui est facilement accessible, qui est dans nos serveurs, etc. On parle de quel volume d'images? Tu as 200 millions d'images dans 200 millions. Ouais. Et tu as grosso modo un peu plus d'un quart qui est de la photo pro, 4K, etc. Ouais. Voilà. Et tu as 3 quarts qui est de la photo, on va dire user-generated, mais de bonne qualité, avec quand même une notion de qualité, de check, etc. Et ces photos-là, on a tous les droits pour entraîner le modèle. Ouais. Okay. C'est un de nos paris depuis le début, donc on a bien bordé ça. Okay. On est très bien conseillé en interne sur ces sujets. Donc voilà, donc on a tous les droits. Et c'est ce qui fait nos différences par rapport aux datasets open source. Et d'ailleurs, en tout cas, c'est assez marrant, mais on nous contacte grosso modo toutes les semaines ou 2 semaines pour acheter des données, quoi. Ce qu'on ne fait pas, évidemment, parce que pour nous, c'est une de nos valeurs, nos assets assez importants pour le développement futur aussi. Ouais. Et vous utilisez uniquement des modèles que vous avez vous-même Ouais, alors nous, on va pas refaire les foundation models. Par contre, on fait pas d'API. On fine-tune tous nos modèles. L'équipe Computer Vision vont prendre des modèles en général open source avec les bons droits, etc. Et ils vont les fine-tuner sur nos utilisations spécifiques. Ils vont les imbriquer, etc. Ils en parleraient mieux que moi. Mais dans l'idée, on va pas nous-mêmes refaire les modèles fondation. On se pose la question pour un ou deux cas de potentiellement entraîner un modèle fondation. Mais voilà, ce sera à la marge pour des cas où en fait on se dit ça vaut vraiment le coup d'investir là-dedans versus le gain possible, quoi. Oui. Ouais. Et les outils comme Segment Anything Model de Meta, des outils qui sont sortis assez récemment, en tout cas par rapport à l'âge de la boîte, vous en servez? Ça vous simplifie la vie ou c'est complètement... On s'en sert notamment, Segment Anything, c'est un bon point, on s'en sert notamment pour tout ce qui est annotation et training. Donc en fait, les récents modèles, que ce soit les Transformers, puis les modèles diffusion, pour nous, donc avant on faisait déjà de l'IA, donc on faisait déjà tu vois, tout ce qui est deep learning, etc. Les nouveaux modèles, je pense qu'on augmenté nos possibilités, quoi. Ouais. Tu vois, il y avait des choses qu'on faisait, et puis tout d'un coup avec les nouveaux modèles, on s'est rendu compte qu'en fait c'était 2 fois plus facile ou que c'était possible tout simplement. Ouais. Que ce soit des modèles, on va dire dispo en open source, ou que ce soit juste des évolutions de la technologie en elle-même. Donc Segment Anything, c'est un bon exemple. On l'utilise pour faire de la notation. On l'utilise aussi comme shortcut pour faire des tests sur des algos, etc. Est-ce qu'il y a besoin que ce soit nous qui fassions l'algo de segmentation, sachant qu'on en a déjà pas mal, ou est-ce que on peut utiliser ça on the shelf si besoin, quoi. Oui. Alors comment est-ce qu'on assure la qualité de nouveaux algos quand vous faites des nouvelles versions? Ouais. Comment est-ce que vous assurez qu'elle est mieux que la précédente avant de déployer?
Comment vous assurez que c'est celle qui a été déployée? Il y a plusieurs étapes. Donc évidemment, en interne, on va faire des tests sur des datasets prédéfinis, avec des calculs de performance. On pousse beaucoup, particulièrement parce qu'on est une entreprise qui a besoin de vélocité, d'aller assez vite sur les nouveaux modèles, etc. On pousse beaucoup pour aller pousser les algos assez vite à nos clients et en fait itérer là-dessus, quoi. C'est-à-dire que, notamment en immobilier, automobile aussi et fashion, on le fait de plus en plus. On pousse nos modèles à nos clients en mode c'est une version bêta, faites-nous vos feedbacks le plus vite possible. Pas forcément facile toujours, donc t'as pas forcément envie de shipper ton truc s'il n'est pas un minimum correct, mais c'est ce qui permet d'avoir le plus de feedback. Vous avez plusieurs niveaux de clients, quoi. Vous avez, Exactement, tu as des clients qui vont être plus ou moins sensibles. Alors dans l'ordre, on va faire d'abord des tests en interne, ensuite on va faire ce qu'on appelle des bug bash en interne, c'est-à-dire que c'est la boîte qui va pouvoir tester pendant 1 heure le jeudi à 11h la nouvelle plateforme, les nouveaux algos, et faire des feedbacks. Et après, le step d'après, qui arrive souvent juste après le bug bash, c'est le déployer à des utilisateurs. C'est plus facile sur des utilisateurs type, on va dire B2C-like, comme des agents immobiliers. Moins facile d'aller dropper chez Renault un nouvel algo et que Renault soit OK pour faire une version bêta partout sur son parc, quoi. Donc voilà. Donc ça dépend un petit peu des domaines. Il y a des domaines où c'est plus ou moins facile d'avoir du feedback rapide. D'autres domaines où c'est un peu plus compliqué. Ok. C'est marrant, c'est bug bash, donc ça fait partie du protocole que de ça fait partie des rituels produits PD chez nous, donc Product Data Engineering. Les bug bash, ça en fait partie. On a aussi des initiatives, on va dire, un peu moins fréquentes, mais quand même mensuelles. On va sur le terrain voir les agents IMO. Donc on appelle ça les Proper Shot Days. Donc en fait, tous ceux qui le souhaitent, etc., mais on pousse pas mal les gens à le faire. Je pense que c'est une bonne idée d'aller voir le terrain. Vont aller faire le tour des agences IMO, pousser le produit, montrer les dernières features. Et puis voilà, c'est marrant, on fait ça par petites équipes de 2-3, soit dans Paris, soit ceux qui sont en remote vers chez eux. Et ça permet d'avoir du feedback aussi, quoi. Ok. Donc là, on invite les ingénieurs à être un peu plus proches des commerciaux, quoi. Ouais, ils aiment beaucoup. Ouais, la plupart aiment beaucoup. Il y en a toujours qui aiment moins. Mais tu vois, par exemple, on a des salons où on envoie aussi les ingénieurs. Mais les Proper Shot Days, je pense que c'est le moyen le plus facile pour un ingénieur d'aller au contact du client et de se dire qu'est-ce qu'il pense vraiment de ce sur quoi j'ai bossé pendant 3 mois pour m'assurer que je n'ai pas bossé pour rien, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est assez apprécié, c'est des clients qui sont déjà ils sont déjà chez vous, non, pas forcément. Non, Proper Shot Days, on sort, on dit on fait des équipes, on dit toi tu prends le 17e, on fait le 17e, on fait le tour des agents IMO, quoi. Ok. Et il n'y a pas un commercial dans l'équipe, c'est que des ingénieurs? Parfois on fait des duos, mais parfois souvent c'est des duos ou des trios, donc parfois on met quelqu'un un peu plus à l'aise et quelqu'un peut-être un peu moins. Parfois, il y a des duos il y a des ingénieurs chez nous qui sont très à l'aise à aller parler aux clients. Voilà. Mais tu vois, quand ils n'ont pas forcément envie d'aller sortir de leur zone de confort, à ce moment-là, on met en duo avec quelqu'un qui est un peu plus à l'aise, soit un sales, soit un marketing, soit moi. Je suis déjà allé plusieurs fois. Enfin, tu vois, genre aller faire le tour. C'est intéressant. C'est intéressant ce que tu fais. En plus, ce qui est bien avec ce type de produit, c'est que tu peux le faire tester en live, quoi. Tu dis, vas-y, envoie-moi une photo par airdrop, boum, tu fais tester, tu montres le résultat. Qu'est-ce que tu en penses, quoi? Et donc ça, c'est pas mal. Ça, les bug bash, je trouve que c'est vraiment très bien. C'est-à-dire que toute la boîte teste, c'est jamais toute la boîte, mais tu vois, tu as une vingtaine, trentaine de personnes qui s'inscrivent, qui peuvent sur ce créneau, qui testent. Un thread Slack, toutes les réponses. Et puis les ingénieurs sont en direct dans la conversation, posent des questions. Ouais, comme tu dis, c'est un rituel, ça met un peu de... Ouais, c'est trop bien de voir ce que les gens font, quoi. Rien que de tester, c'est hyper intéressant. Intéressant. Qu'est-ce que niveau évangélisation, tu trouves que tu as le besoin de le plus répéter? Je pense que customer, la partie mettre le client devant, mettre le client avant tout, on va dire, c'est un truc qu'on a toujours besoin de répéter. Ça s'améliore de plus en plus chez nous notamment. Je pense que c'était pas vraiment le cas il y a 3-4 ans. Là, depuis quelques années, ça s'améliore. On n'est pas encore là à 100%. On n'est jamais à 100% content du sujet. Mais je pense que c'est un truc le plus important. C'est-à-dire répéter tous les jours que on fait pas de l'IA pour l'IA. Nous, nos clients, ils s'en fichent qu'on fasse de l'IA. Nos clients, ce qu'ils veulent, c'est qu'on résolve un de leurs problèmes, qu'on soit le plus intégré possible dans leur workflow pour que ça les change le moins de leur quotidien, qu'ils gagnent du temps et de l'argent et tout ça. Et donc, nous, en l'occurrence, on trouve que l'IA, pour nous, c'est la solution qui nous permet de résoudre ce problème. Donc, on l'utilise. Mais voilà. Et donc, en interne,
ça a pour conséquence de répéter assez fréquemment que on fait pas de la tech pour la tech. C'est bien de faire la meilleure tech du monde, l'état de l'art et tout, mais si ça résout pas un problème, ça ne sert à rien, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'on répète assez souvent. Alors je dis aux tech, mais on répète aussi aux commerciaux. Commerciaux, tu vois, il faut pas survendre si le client veut pas quelque chose. Faut pas, tu vois. Donc le but, c'est vraiment être sûr qu'on crée de la valeur pour le client et lui vendre le bon produit dont il a besoin, quoi. Ça, c'est le premier truc qu'on rabâche assez souvent. Qu'il faut s'auto-rabâcher aussi, d'ailleurs, hein, c'est pas forcément que pour les employés. Et l'autre truc qu'on répète pas mal, c'est l'ambition, quoi. Je pense que nous, particulièrement, qui avons une histoire de boîte assez costaud, on va dire, en termes de montagne russe, on a eu une phase de la boîte, et d'ailleurs même encore maintenant, où on fait assez attention à tout, en termes de coûts, de budget, de choses comme ça. On est quand même une boîte qui a eu une histoire hyper compliquée. Et donc voilà. Et donc parfois, les gens en fait n'osent pas prendre des risques, du coup, en fait. Pas par peur de l'échec, enfin je pense pas, mais plus parce qu'en fait ils se disent on vit aujourd'hui dans notre boîte dans un environnement contraint. Et donc s'il faut aller sortir un nouveau GPU parce qu'on veut tester un truc, mais que je pense qu'il va changer tous les résultats de l'algo, ils vont pas forcément le faire. Et donc ça, c'est un nouveau truc qui est apparu, tu vois, depuis un an. Parfois, je dois les pousser à dire qu'est-ce que tu pourrais faire de plus si tu avais plus de moyens. Si tu mettais 2 GPU, est-ce qu'on irait 2 fois plus vite? Est-ce que on pourrait mettre le produit sur le marché 2 fois plus vite? C'est quoi le ROI, quoi? Et on va dire, parce qu'on a mis cette contrainte un peu globale de la boîte de faire hyper gaffe à la structure, au coût, au recrutement, machin, ils pensent pas à se dire qu'en fait, on pourrait recruter 3 personnes au lieu d'une et qu'en fait, à la fin, le ROI serait largement positif. Voilà, donc ça vient évidemment du passé, ça vient de ce qu'on a vécu et des conséquences que nous, on en a mis en termes de check, de contrôle, pas forcément de contrôle au jour le jour, mais tu vois, d'environnement, tu vois, où on fait assez attention. Et donc aujourd'hui, tu vas repousser un peu l'ambition de dire, bah voilà, si jamais, n'importe quoi, on refaisait ce modèle de fondation, ça nous coûterait combien? Ce serait quoi les gains? Est-ce qu'on percerait ce produit grâce à ça? Et ça, pas forcément naturel chez les gens, parce qu'ils ont vécu depuis 2 ans, 3 ans dans cet environnement un peu plus strict, on va dire, en termes de contraintes financières, de recrutement, etc. Ouais. Et alors, au niveau du public, derrière, plutôt côté client, quel public est plus facile? Comment tu décrirais plus facile ou plus difficile à convaincre? Il y a des maturités très variées dans les domaines. Ça, c'est ça qui est intéressant d'être dans 3 verticales. C'est qu'il y a des maturités vis-à-vis de la tech, de l'adoption, de l'IA, etc., qui sont assez variées. Il y a des industries qui sont très matures sur l'image de façon générale. L'auto, c'est un cas. Ça fait 20 ans que dans l'automobile, on met toujours une belle photo, on sait qu'il en faut une, et s'il n'y en a pas, on a du mal à vendre la voiture, quoi. Donc ça, c'est un milieu qui est très mature, donc pousser des outils qui sont, on va dire, AI-based, c'est pas un gros problème du tout. Il y a une adoption assez claire, le marché est mature. L'immobilier, c'est assez mature aussi. C'est-à-dire que l'immobilier, ça fait assez longtemps moins longtemps que l'auto, mais ça fait 5-6 ans que les gens ont compris que, le smartphone pouvait créer des belles photos et que 2, l'IA, c'était un outil très puissant pour aider. Donc ça, c'est un milieu qui va de plus en plus dans cette direction. Quoique, si tu regardes des photos sur Se Loger, tu vas quand même voir des photos horribles. Donc la maturité, je trouvais pas encore exactement la même que dans l'auto. T'as encore, surtout dans des marchés qui vont bien, des gens qui peuvent mettre 0 photo et leur appart est vendu. Par contre, la mode, c'est un milieu qui est bien plus exigeant sur ces côtés-là, parce que, comme on disait tout à l'heure, l'image fait encore plus partie et encore plus au centre, en fait, de leur positionnement et de la façon dont ils vendent. L'image est encore plus clé que pour les autres, je pense. Et donc, de par cette raison, ils sont un peu plus lents à l'adoption, même s'ils ont envie de le faire, à l'adoption des outils tech et IA, etc. Parce que je pense que l'exigence de qualité est supérieure, et 2, parce que les populations qui composent ces boîtes ont moins utilisé ces outils aussi. Et donc, ça va venir au fur et à mesure du temps. Il y a une partie un petit peu d'éducation du marché qui est nécessaire. Ouais. Et sur la nourriture, pour revenir sur votre ancien secteur, tu disais que le marché, il est réparti entre quelques acteurs. Tu les connais, ces acteurs qui aujourd'hui a Uber Eats, Deliveroo?
Donc aujourd'hui, non seulement il n'y a que quelques acteurs côté Uber Eats et tout, enfin, tu vois, mais on en connaît peut-être des marques qui font de la food delivery, on en connaît 10, quoi, les Uber Eats, Deliveroo et tout. Aujourd'hui, il y a, dans ces acteurs-là, il y en a qui ont encore recours à la photo professionnelle, pour une partie d'entre eux. Nous, quand on a arrêté le business, on a vendu certains de nos contrats à des anciens concurrents, on va dire, pour qu'ils puissent continuer à délivrer pour ces clients-là. Donc ça, il y en a encore qui font de la photo pro. Notamment Amérique du Sud, US encore. US, c'est un marché qui a beaucoup de photos pro encore, même en immobilier. Et il y en a d'autres qui sont passés sur des outils effectivement plus généralistes. Je sais qu'il y en a, je pense que Volt, ils sont chez Photoroom, notamment pour l'editing pour le background removal, je pense, de leur plat. Et peut-être pour la génération de fonds. Donc il y en a certains qui ont pris des outils un peu plus généralistes. Il y en a d'autres qui le font en interne. Il y a un peu de tout, quoi. Et il y en a certains qui demandent directement à leur restaurateur de prendre les photos et qui les éditent pas forcément aussi. En fait, c'est la même chose quand tu as un oligopole de très peu d'acteurs. Si tu veux, Uber Eats ou Deliveroo, qu'il y ait des photos ou pas, à Paris, il n'y a plus que Uber Eats et Deliveroo. Il n'y en a pas 10. Il n'y a pas beaucoup de choix, quoi. Donc, tu as aussi, quand le marché est moins en tension sur ce type d'acteurs qu'avant, moins de besoin de te différencier par rapport à tes compétiteurs, comme ça pouvait être le cas il y a 5 ans où il y avait tous les jours soit un food delivery qui ouvrait, soit un Gorillaz ou autre absurdité là, qui ouvrait tous les jours, à après, Paris. Après, au niveau du restaurateur, là, il y a de la compétition. Oui, mais ils sont, on va dire, dépendants des plateformes. C'est-à-dire qu'ils vendent jamais en direct. Donc, lui va jamais, très rarement, en tout cas, il y en a quelques-uns, mais très rarement lui-même décider d'investir dans du contenu marketing parce qu'il n'a pas cette exposition-là directement, en fait. S'il avait un site, oui, il le ferait peut-être. Mais personne ne va sur le site. Aujourd'hui, tous les gens qui commandent en ligne, en tout cas, vont beaucoup plus aller sur les plateformes. Et donc, c'est les plateformes qui se saisissent de ce sujet-là, quoi. Le restaurateur, il a assez de boulot à faire son truc. C'est pas lui qui va aller se marketer comme ça, quoi. Lui, il markete sa vitrine, déjà. D'accord. Alors, est-ce que tu vois des réticences philosophiques à l'utilisation de l'IA chez les clients, notamment? Dans la mode, on en parlait juste avant un petit peu. Tu vois, t'as un petit peu un fond, je sais pas si c'est philosophique, mais un fond qui est mais qui est logique pour moi, qui est la qualité de la marque doit pas être dégradée. On peut pas aujourd'hui utiliser l'IA parce que c'est pas forcément encore au niveau, etc. Mais pour moi, c'est pas philosophique, c'est logique par rapport au positionnement. En revanche, tu as pas mal de domaines dans lesquels l'IA, finalement, dans notre métier à nous, qui est processer de façon plus efficace la création ou l'amélioration d'images, tu as pas mal de personnes en fait qu'on remplace dans des équipes. Donc c'est soit des service providers, beaucoup en Asie, un petit peu en Europe, mais beaucoup en Asie, soit des équipes internes, plus rares, qui sont parfois en partie remplacées par l'utilisation de l'IA. Donc là-dessus, tu as évidemment des sujets. Je ne sais pas si c'est des sujets philosophiques, mais tu as des sujets évidemment humains, de remplacement, d'efficacité de coût versus le sujet humain qui sont importantes. C'est pas le cas ni en immobilier ni dans l'auto, parce qu'encore une fois, c'est des milieux qui ont peut-être connu ça il y a 10 ans, 5-10 ans, mais qui ne le connaissent plus maintenant. Côté mode, c'est un peu plus le cas. C'est un peu plus le cas d'avoir aujourd'hui dans des gros clients qu'on a, des énormes équipes en interne qui en fait font ce que font nos algos, quoi. Oui, donc tu as des vrais sujets d'éducation, d'accompagnement du changement. Et donc c'est pour ça que les cycles de vente sont parfois un petit peu plus longs que dans ce domaine. Oui, l'autre grosse réticence qui est liée au droit, à l'image, ce genre de choses. Ça, nous, on l'a pas parce que... C'est vos images. C'est nos images. Donc déjà, on n'a pas le sujet légal. Le seul sujet que tu pourrais avoir chez nous, c'est quand on génère des mannequins via l'IA. Mais on est assez, on va dire, au courant des sujets et on borde le truc très bien. T'as pas de sujet côté marque pour l'instant. Encore une fois, si tu vas aller signer Dior ou si tu vas aller signer une marketplace, c'est pas les mêmes aussi problématiques en termes d'image, etc. Notre cible numéro 1, c'est plutôt les marques, mais pas très luxe, plutôt marques, on va dire, milieu de gamme, voire haut de gamme, et les marketplaces. Même on va pas aller sur du luxe, où les problématiques liées à tout ça sont bien plus compliquées. Okay. Alors, quelle erreur tu peux nous partager aujourd'hui pour nous éviter de faire la même plus tard? Bon, tu connais l'histoire de Miro, donc les erreurs, on en a fait pas mal. Non, on a fait pas mal d'erreurs. Évidemment,
c'est un des sujets qu'on a mal fait au début. Alors, on va juste parler de la partie IA un peu récente, etc. Un des sujets qu'on a fait au début. Et c'est intéressant parce qu'on a fait pas mal de fois l'aller-retour, même dans le passé. C'est comment, en fait, on se structure en interne pour délivrer ses produits, quoi. Et au début, on était vraiment dans des équipes techniques par métier. Donc, on avait le gros pôle R&D, on avait le gros pôle software, le pôle cloud, etc. Et il y a 1 an et demi, on a grosso modo décidé de tout mettre en feature team, par vertical, par purpose, etc. Ça, pour nous, ça a été un gros changement. Alors, c'est pas une révolution, puisqu'il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Et d'ailleurs, chez Miro, historiquement, on a beaucoup alterné entre une matrice dans un sens, puis une matrice dans l'autre, en termes d'approche organisationnelle. Donc, c'est un truc qu'on connaît bien. De façon générale, plus j'avance avec la boîte, plus je me rends compte que la réponse est la même partout. C'est-à-dire que, encore plus sur des produits early stage, plus tu donnes de l'ownership à des teams complètes, plus tu avances vite. Okay. Tu fais d'autres erreurs et parfois tu accumules la dette, c'est sûr. Mais sur un produit qui est early, je ne ferai jamais autrement dans le futur. Après, sur un produit qui est un peu plus mature, ça peut se questionner. Et encore, tu vois aujourd'hui des organisations, des startups qui sont très matures en termes de produits, etc., qui aujourd'hui, en fait, ont tellement de silos, ont tellement de lenteur parce qu'elles n'arrivent pas à diluer l'ownership. Donc la dilution de l'ownership par ces feature teams, elle est super importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à nous, nos PM, par exemple, qui sont dans chacune des feature teams, moi, je les considère honneur à 99% de l'output de la feature team. C'est eux qui parlent avec le business, c'est eux qui parlent à leurs équipes, et en fait, ils ont les chiffres devant eux, ils managent les chiffres, quoi. Ils managent leur petite boîte, quoi. Ouais. Pour bien comprendre, c'est quoi l'alternative? C'est une organisation par métier, par métier où en fait, t'as un VP Sales d'un côté, un VP Product de l'autre, un VP Eng de l'autre, eux se parlent à leur niveau, et en dessous, ça dépile en dessous et ça cascade, quoi. Ou alors, un truc un peu entre les deux, où tu as des gens qui bossent ensemble, mais qui ne sont pas gérés ensemble. C'est-à-dire, ils ne sont pas managés, mais ils bossent ensemble. Why not? Mais ça rend quand même le sujet bien plus compliqué. Et nous, on a fait pas mal d'erreurs là-dessus dans le passé, tu vois, de donner un ownership à quelqu'un, mais pas lui donner les moyens. Je considère de plus en plus que ça sert à rien, quoi. Oui, le feature team, pour toi, c'est pas simplement au niveau produit, c'est aussi le aussi management. Tu parlais du sales. Alors, le sales n'est pas chez nous dans la feature team, mais les sales sont dédiés, donc ils bossent avec les feature teams. Mais idéalement, à un moment, enfin, en tout cas, le plus possible à un moment, je pense que regrouper ces gens-là, nous, par exemple, d'un point de vue localisation, pour les gens qui sont au bureau, c'est-à-dire une majorité des gens chez nous, ils sont à côté. Ils bossent ensemble. Ils ne sont pas managés aujourd'hui par la même personne parce que ça n'a pas de sens d'avoir un CEO par feature team dans tous les cas, on va dire par tribe dans tous les cas. Mais au moins d'un point de vue, toute la chaîne tech, produits, etc., c'est ensemble. Ça, c'est un gros changement, une vraie erreur. Pas mal d'autres erreurs. Je pense qu'on a fait des erreurs dans le passé chez Miro en termes de tech, de vouloir faire de la tech pour la tech, justement. Faire trop parfaitement les choses. Ne pas mettre assez tôt le produit dans les mains des users et qui est encore une fois une erreur classique, mais tu vois, faire une plateforme parfaite, un algo parfait, etc. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et parfois, tu peux complètement surinterpréter l'attente que se font des utilisateurs de ton produit et construire en fait une énorme machine pour rien du tout, quoi. Ça, on l'a clairement fait. Après, je pense que c'est assez classique chez les entrepreneurs. Voilà, on en a fait plein d'autres. Je sais pas si tu as des thèmes en particulier, mais non, mais écoute, on a fait toutes les erreurs possibles, de toute façon, ça c'est sûr. Est-ce que tu as une opinion à nous partager? Une opinion, si on revient sur un peu nos sujets, mon opinion assez marquée, c'est que la partie justement verticalisation et la partie verticalisation non seulement d'un point de vue algorithmique, c'est-à-dire d'un point de vue modèle, etc. Je pense que c'est la seule façon de gagner sur des usages comme ça. Tu vas avoir quelques on va dire, boîtes qui vont faire des algos généralistes, etc. Les Mistral, OpenAI et tout, c'est très très bien, quoi. Mais ensuite, si tu veux faire de l'application, je pense que plus ton modèle il est cheap, donc petit, plus il est spécialisé, plus il sera performant.
et plus il sera adopté aussi par tes users. Tu vas pas avoir un agent IMO qui va jumper de OpenAI, machin. Il y en a, mais ça reste du cas particulier, quoi. Donc la verticalisation, et notamment qui s'accompagne avec la data qui correspond et qui est contextualisée, hyper important, c'est pour moi la seule façon de gagner sur des use cases B2B comme ça. Voilà. Que ce soit chez nous, que ce soit pour faire des agents, que ce soit pour faire des agents conversationnels, que ce soit pour faire des agents sur ton desktop, etc. Je crois quand même à pas mal à la verticalisation. Ok. Ouais. Alors, qui est-ce que tu aimerais entendre au micro de Data Driven 101 dans un prochain épisode? Tiens, en parlant d'agents conversationnels, j'entendrais bien Louis Poirier. C'est quelqu'un que j'avais interviewé pour être CTO chez nous. Okay. Là, on lui avait fait une offre à l'époque. Mais il a préféré monter sa boîte. Okay. Il fait une boîte qui s'appelle AutoDM, qui fait justement des agents conversationnels. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant. Il est d'ailleurs venu plusieurs fois chez nous, des petits coups de main à droite à gauche, parce qu'il est très au fait de tout ce qui est GenAI, etc. Voilà. Plus, on avait un très très bon fit avec lui dans la boîte. Donc voilà, ce serait un plaisir de l'entendre. Voilà. Et merci pour la recommandation. Alors, merci Gaëtan. Avec plaisir. Merci Marc.